Merci à vous. Donc, je vous propose maintenant de poursuivre l'analyse de ce bilan et de revenir sur la création de l'Observatoire des Ambroisies en évoquant le contexte d'origine, l'historique et quelques chiffres clés. Donc, les grands moments de l'histoire de l'Observatoire racontés par des protagonistes de cette aventure, tout à la fois, on va le comprendre tout au long de la journée, qui est à la fois humaine, organisationnelle, juridique, pourvoyeuse de connaissances techniques, scientifiques, citoyennes. Écoutons, regardons. Bonjour à tous, je suis Caroline Paul, chef du bureau environnement extérieur et produits chimiques à la Direction générale de la santé, au ministère de la Santé donc. Et donc dans mon bureau, nous avons plusieurs activités en santé-environnement, dont une concerne la pollution de l'air, la qualité de l'air d'une façon générale et l'impact de cette pollution sur la santé. Les pollens font partie, disons, des polluants qui agissent fortement sur la santé, avec 30% de personnes sensibilisées chaque année environ, selon les estimations de nos épidémiologistes. Bonjour à tous, je suis Marie Fiori, je suis actuellement chargée de mission à l'Agence régionale de santé des Hauts-de-France. Je m'occupe de problématiques liées à la protection de la ressource en eau et du sujet des pesticides. Lors de la création de l'Observatoire, j'étais chargée du dossier qualité de l'air extérieur dans le bureau de Caroline Paul, à la Direction générale de la santé. Et donc, une de mes missions a été de mettre en place et d'animer un groupe de travail national sur la problématique de l'ambroisie. Donc, c'est un groupe de travail qui réunissait différents acteurs concernés au niveau national, des ministères, des instituts publics, des fédérations professionnelles, des structures représentant les élus. Et très rapidement, on s'est aperçu qu'il y avait une multitude d'actions menées localement sur le terrain, mais qu'elles étaient mises en place de façon indépendante les unes des autres, alors qu'elles auraient gagné à être à partager des retours d'expérience, à partager, à mutualiser des outils. Et donc, on s'est rendu compte assez rapidement qu'il fallait disposer d'une structure qui nous aide à coordonner toutes ces actions menées sur le terrain. Et par ailleurs, on se rendait compte que dans certains secteurs, une collectivité pouvait être très dynamique sur la problématique de l'ambroisie, mais ces efforts étaient un petit peu ruinés par le fait que les collectivités autour ne faisaient rien ou peu. Et donc, il y avait vraiment besoin d'une structure pour nous accompagner dans toute cette action de sensibilisation et de coordination sur le terrain. Eh bien, je compléterai en disant que nous étions sollicités aussi par des courriers assez nombreux par moment, surtout en saison pollinique évidemment, des personnes ou des élus, et avec des questions écrites aussi sur ces sujets d'ambroisie. Et nous le sommes toujours d'ailleurs, parce que tous les problèmes ne sont pas réglés. Mais donc c'est une problématique qui remontait chez la ministre, et donc la ministre de la Santé de l'époque, donc il était de notre devoir évidemment de le gérer. Et par ailleurs, nous avions déjà une expérience sur ce sujet, et nous nous rendions compte qu'il était nécessaire de renforcer les moyens de lutte. Marie l'a dit, il fallait une coordination. Il y avait de la recherche qui était menée sur ce sujet. Il fallait surveiller, on ne savait pas trop comment évoluer l'ambroisie sur le territoire. Et il fallait mieux informer aussi les différents acteurs et le public. Donc je dirais qu'il y a eu des grands moments dans cette lutte contre l'ambroisie. Nous
sommes appuyés sur l'INRA au départ, puis ensuite sur Fredon, pour gérer cet observatoire qui, dont le nom n'est pas tout à fait correct puisque c'est plus qu'un observatoire. Certes, il observe l'état de la situation de l'invasion par l'ambroisie sur le territoire national, mais aussi il est en connexion avec les gens qui font de la recherche sur cette plante, sur les moyens de lutte. Il coordonne la lutte, parce qu'il va plus loin qu'un observatoire, et il produit de l'information, de la formation, donc c'est un super observatoire, disons-le. Alors dans les situations marquantes, il y a les fois où nous avons été amenés à intervenir sur le terrain, notamment avec les élus, au milieu des fois de champs d'ambroisie, tout à fait impressionnants, dont on imaginait bien ce qui pouvait générer de pathologies autour d'eux en moment de pollinisation. Et donc, on avait des acteurs très, très, très motivés, forcément, qui étaient là, présents, et auxquels on essayait d'apporter des réponses et d'expliquer tout ce qu'on mettait en place. Notamment les agriculteurs qui sont très concernés par ces questions. Bon, de mon côté, ce que je retiens notamment, c'est, et je trouve que c'est une des forces de l'Observatoire, c'est de réussir à mettre autour de la même table des acteurs aux enjeux différents et qui parfois s'opposent en fait. Et en fait, grâce à tout l'accompagnement, l'animation fait par l'Observatoire, donc au départ l'INRA et depuis après Fredon France, il y a vraiment un esprit d'équipe qui s'est mis en place, une émulation de groupe et qui a permis de réaliser de nombreuses choses vraiment utiles, adaptées au terrain, adaptées à certains publics. J'étais impressionnée par toutes les réalisations qui ont pu être faites, des supports vidéo, des outils pédagogiques, des cartographies, des guides techniques, avec des moyens somme toute limités, mais voilà, en s'appuyant beaucoup sur les acteurs de terrain et avec une belle énergie, un beau dynamisme. Et donc, je trouve que c'est une belle réussite et pour moi, c'est un de mes meilleurs souvenirs à la DGS. Je suis Michel Jouan et je suis retraité de la fonction publique depuis un certain nombre d'années déjà. Je suis ingénieur du génie rural, spécialisé en santé publique environnementale et dans le domaine de l'hygiène publique. J'ai exercé mes fonctions au sein du ministère de la Santé, à la Direction générale de la santé, et dans certaines agences qui dépendent de ce département ministériel, notamment le Réseau national de santé publique, devenu l'Institut de veille sanitaire, puis aujourd'hui Santé publique France. Dans cette dernière agence, j'ai créé et animé pendant plus de 6 ans le département santé-environnement. Tout d'abord, je voudrais préciser que j'ai assumé la présidence du comité technique de 2011 à 2016. Pendant cette présidence, les faits essentiels suivants ont été notés. Tout d'abord, une excellente collaboration entre les différents membres du CT, très complémentaires par leur appartenance à des organismes impliqués dans la gestion des problèmes des ambroisies. Une excellente collaboration également entre les membres du CT et les animateurs de l'Observatoire des ambroisies. Une excellente collaboration également avec le ministère chargé de la Santé et le RNSA, très impliqué dans la métrologie des pollens et dans la gestion de la plateforme de signalement des différentes espèces d'ambroisie. Parmi les actions qui ont caractérisé cette présidence, il faut noter également le développement et la mise en œuvre d'une politique de prévention privilégiant l'éducation et la formation des acteurs locaux de la lutte contre les différentes formes d'ambroisie, collectivités locales et ses référents, grands organismes publics tels que la SNCF, les sociétés d'autoroutes et bien entendu, je ne les signale pas tous. Enfin, un point très important, la sensibilisation des jeunes à la définition de cette politique de prévention par le développement de documents d'information à visée pédagogique
tels que Captain Allergo. Les évolutions que j'ai observées pendant cette présidence sont liées essentiellement au fait qu'il y a eu une évolution très positive de la prise de conscience de la problématique Ambroisie, qui s'est en particulier concrétisée par le vote de la loi de modernisation du système de santé en date du 26 janvier 2016 et qui a considéré les pollens, dont les ambroisies, au même niveau que les polluants physico-chimiques, en ce qui concerne en particulier les aspects météorologiques. Deuxième point, c'est qu'il y a eu une mobilisation importante des différents acteurs de la lutte contre les ambroisies au niveau de la région Rhône-Alpes, très concernée justement par l'invasion de cette plante fort allergisante. Enfin, une amorce de cette prise de conscience dans quelques autres régions, anciennes régions Poitou-Charentes, Midi-Pyrénées, et un impact très positif des travaux entrepris par l'Observatoire, l'ECT et le COPIL. Je m'appelle Bruno Chauvel, je suis chercheur à INRAE sur le centre Bourgogne-Franche-Comté et mon travail consiste à étudier les évolutions, les changements dans les communautés de mauvaises herbes, des parcelles cultivées. Et à ce titre, donc, j'ai travaillé pendant une certaine période sur l'ambroisie à feuilles d'armoise, plante qui est présente dans les parcelles cultivées, que j'ai étudiée à la fois en tant que mauvaise herbe et à la fois en tant que plante envahissante. Aujourd'hui, mon travail est plus lié à l'agriculture de conservation. C'est l'agriculture qui ne travaille plus le sol, dans lequel je rencontre encore l'ambroisie d'ailleurs. Et je travaille donc avec des groupes d'agriculteurs sur les évolutions des communautés de mauvaises herbes dans ces systèmes de culture. Mon rôle a été de créer la structure, l'Observatoire de l'Ambroisie, en collaboration avec le ministère de la Santé et l'INRA. Donc on est parti de rien au départ et nous avons construit un observatoire qui était chargé de regrouper les connaissances sur la biologie de l'espèce, sur sa gestion. Et donc une des actions importantes a été de mettre en relation les différents gestionnaires qui travaillaient sur l'ambroisie dans le monde de la santé, dans le monde des communes et dans le monde agricole, et de regrouper toutes les connaissances qu'avaient acquises ces personnes pour une meilleure gestion de l'ambroisie. Donc, grâce à un animateur qui ont été recrutés au sein de l'Observatoire, nous avons pu mener ces travaux qui consistaient à faire des fiches sur la biologie de l'espèce, sur ses modes de gestion, sur son développement, et ainsi que sur les moyens que l'on pouvait développer pour éviter les impacts négatifs de cette espèce. Alors, les principales évolutions qu'on a pu observer au cours des 5 années où j'ai pu travailler sur le sujet, ça a été l'acquisition d'une meilleure connaissance de la plante, le fait que les gens pouvaient échanger entre eux et donc comparer les méthodes de gestion pour voir lesquelles étaient les plus efficaces. On a vu aussi l'impact réel de la plante sur des populations lors de réunions dans des communes. Et on a pu prendre la mesure de ce qui était possible de faire et de ce qui était plus difficile de faire à court terme. Donc globalement, la principale évolution, c'est qu'on a mieux compris qui était l'ambroisie et on a pu mettre donc en place un certain nombre de méthodes de gestion. L'évolution, c'est aussi de voir que l'ambroisie était connue à l'étranger, que le problème n'était pas franco-français. Et on a pu échanger aussi lors de contrats européens sur les méthodes réalisées qui étaient mises en place dans les différents pays en Europe. On peut penser à l'Autriche, l'Italie du Nord ou la Suisse par exemple. Alors bonjour à tous, je suis Quentin Martinez et je travaille au Parc naturel régional des Baronnies provençales. Je suis animateur Natura 2000 d'un site inscrit à la directive oiseaux. Donc j'ai troqué l'ambroisie pour l'étude des oiseaux, des rapaces et en particulier des vautours. Les Baronnies provençales, petite région rurale aux confins du département de la Drôme et des Hautes-Alpes.
Alors, lorsque je travaillais à l'Observatoire, à partir de septembre 2011, j'étais animateur de l'Observatoire des Ambroisies, qui était coordonné à l'époque par Bruno Chauvel. Et l'Observatoire était hébergé au sein de l'unité mixte de recherche agroécologie à l'INRA, à Dijon. Lorsque j'étais animateur de l'Observatoire, peut-être le principal fait marquant a été le passage d'un observatoire de l'Ambroisie à un observatoire des Ambroisies, avec la prise en compte au départ de l'Ambroisie à feuilles d'armoise. Mais en creusant un peu la question, on s'est vite aperçu que Ambrosia trifida et Ambrosia psilostachya étaient elles aussi deux espèces présentes, autour desquelles il y avait un enjeu. Et d'où notre volonté de les prendre également en compte dans l'action de l'Observatoire. Et puis, en termes d'événements marquants, la mise en place du colloque et l'organisation du colloque Ambrosia 2012 qui s'est tenu à Lyon en mars 2012 avait été un joli morceau, d'ailleurs une belle réussite. Et puis peut-être l'ensemble de la documentation qu'on a contribué à lancer avec Bruno, entre les lettres d'information, l'alimentation du site internet, la conception de Captain Allergo, tous ces éléments-là qui ont participé au démarrage et aux premières réunions multipartenariales que l'Observatoire organisait. Je suis Rebecca Villon, actuellement je suis directrice du Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble. Alors à l'Observatoire des Ambroisies, en 2015, j'ai d'abord été animatrice auprès de Bruno Chauvel, qui était alors coordinateur. Et je suis devenue coordinatrice moi-même de l'Observatoire en 2016. Et à l'époque, l'Observatoire était hébergé par l'unité de recherche agroécologie à l'INRA de Dijon. Pendant les 2 années que j'ai passées à l'Observatoire, déjà on a assisté à un développement des ambroisies sur l'ensemble du territoire national, dans toutes les régions et non plus seulement en Auvergne-Rhône-Alpes et en Bourgogne-Franche-Comté. Et c'est aussi l'époque où nous observions l'installation d'autres espèces d'ambroisie sur le territoire, en particulier l'ambroisie trifide, mais aussi du prédateur des ambroisies, Ophrayella communa, que nous suivions de près avec nos collègues des autres pays européens dans le cadre du projet Coast Smarter. Et en réaction, la lutte contre les ambroisies s'est intensifiée. Donc il y a eu d'abord le développement des arrêtés préfectoraux de lutte dans les départements qui étaient concernés. Puis il y a eu la loi de modernisation de notre système de santé en janvier 2016, qui, elle, a permis de généraliser la lutte contre les ambroisies à l'échelle nationale. Il y a aussi eu le travail du réseau national de surveillance aérobiologique pour accompagner le développement de la plateforme de signalement de l'ambroisie, et puis la constitution en parallèle d'un premier réseau de référents ambroisie, qui d'abord s'est concentré sur les régions les plus concernées, et puis qui s'est ensuite beaucoup élargi à l'ensemble du territoire. Et puis plus spécifiquement au niveau de l'Observatoire, on a développé la communication et l'accompagnement des acteurs sur le terrain. Alors on a notamment commencé la rédaction du guide de gestion de l'ambroisie, qui a été finalisé un peu plus tard, suite au transfert de l'Observatoire à Fredon. Et puis, on a aussi commencé à diffuser le jeu Captain Allergo auprès des jeunes pendant des événements comme la fête de la nature ou les journées de l'ambroisie, et aussi dans les écoles et les centres de loisirs. Et pour faire ça, nous avons conduit des formations avec le réseau Canopé pour les enseignants et pour les animateurs pour qu'ils puissent prendre en main le kit. Enfin, sur le plan scientifique, nous avons conduit une expérimentation à l'INRA à Dijon sur les effets du sel en solution sur l'ambroisie. Je m'appelle Marie-Lou Mottet et je suis la coordinatrice actuelle de l'Observatoire des Ambroisies. Alors, je suis arrivée sur la mission d'Observatoire des Ambroisies en tant qu'animatrice en 2016 et je travaillais alors en appui de Rebecca Villon et de Bruno Chauvel. Et en 2017, j'ai repris le pilotage de la mission et je suis encore aujourd'hui la coordinatrice de l'Observatoire. Et cette année, Alice Amama et Alexandra Martin ont rejoint l'équipe en tant qu'animatrices.
Alors j'ai vu beaucoup de choses évoluer depuis que j'ai commencé en 2016 et j'ai notamment vécu et accompagné le transfert de la mission de l'INRAE vers Fredon France. Et à partir de ce moment-là, je pense que ce sont les dynamiques territoriales qui ont le plus évolué, puisque jusqu'à présent, il y avait beaucoup de choses qui se passaient en Auvergne-Rhône-Alpes, qui est le lieu historique de la présence de l'ambroisie. Et puis, il se passait un peu moins de choses dans les autres régions. Et puis, l'intégration de l'Observatoire des ambroisies dans le réseau Fredon a permis, à mon sens, d'avoir un impact plus fort dans les autres régions. Parce que Fredon est présent sur tout le territoire, ce qui a facilité le relais de l'information, la sensibilisation et l'implication des acteurs locaux. Et il existe maintenant des dynamiques qui sont soutenues par les ARS, les agences régionales de santé, dans pratiquement toutes les régions. Et puis, en lien avec cette organisation, j'ai vu également beaucoup évoluer le réseau de référents ambroisie, donc de plus en plus de référents et puis mieux organisés. Et en 2017, il y avait 2 régions qui avaient choisi de mettre en place des référents avec environ 4000 référents. Et aujourd'hui, donc 9 régions désignent des référents ou des sentinelles. Et le réseau compte plus de 7000 personnes qui surveillent la présence des ambroisies. Alors pour la suite, j'espère qu'il y aura de plus en plus d'actions mises en place, et notamment dans les fronts de colonisation et les zones peu envahies. Parce que comme beaucoup de plantes exotiques envahissantes, c'est en détectant rapidement des populations et en agissant dès les premiers signalements qu'on est le plus efficace. Donc, de l'historique au bilan des 10 ans, nous allons reprendre donc ces informations et ces souvenirs sous une autre forme, aussi dialoguée, et donc dans le but d'établir le bilan des 10 ans de ces 10 années et d'en ramasser, disons, les grands enseignements. Donc, avec vous trois, donc Caroline Paul, avec qui nous étions donc en ouverture de cette rencontre et que l'on a entendu dans le sujet qui vient d'être projeté. Avec vous, Michel Thibaudan, donc vous êtes le président du comité technique de l'Observatoire des ambroisies. J'en profite pour dire, et vous me corrigez si à nouveau je dis une bêtise, mais que le mode de gouvernance de l'Observatoire lui-même est original, c'est-à-dire que, outre la gouvernance propre à Fredon France, il y a donc le comité de pilotage interministériel, donc qui regroupe 5 ministères, la santé, l'agriculture, l'écologie, l'intérieur, les collectivités, et donc un comité technique qui est, somme toute, à la fois une sorte de comité scientifique multidisciplinaire, c'est sa principale caractéristique, et l'objectif, c'est de fabriquer en quelque sorte de l'intelligence collective. Donc vous êtes le président de ce comité technique de l'Observatoire, et vous êtes impliqué depuis 45 ans dans le domaine de l'allergie et des pollens, depuis 40 ans dans celui de l'ambroisie. Donc c'est un sujet que vous connaissez par cœur, et vous avez créé une association européenne d'aérobiologie, puis centrée sur l'ambroisie, l'IRS, International Ragweed Society, ragweed étant le nom anglais de l'ambroisie. Avec nous également donc Samuel Monnier. Bonjour Samuel, vous êtes géographe de formation, ingénieur en aérobiologie depuis 2012 au sein du RNSA. On a dû voir peut-être déjà le logo, on va le retrouver à plusieurs reprises sur les planches qui seront projetées, donc qui est le réseau national de surveillance aérobiologique. Et vous êtes plus particulièrement en charge du domaine de l'ambroisie, donc au sein de ce réseau. Donc, avec vous trois, nous avons, à votre initiative, Michel Thibaudan, décidé de découper notre dialogue entre 5 parties que vous ouvrirez à chaque fois. Et donc, le premier thème, vous nous proposez une vue d'ensemble de la vie de l'Observatoire des ambroisies. Michel Thibaudan. Oui, tout à fait. Ce thème 1, moi je l'ai appelé l'Observatoire des ambroisies, de sa naissance, son enfance, son adolescence, et il est devenu adulte en 10 ans, c'est déjà pas mal. Donc il est vrai que le début, la première question que je pose, c'est quand même à Caroline Paul, c'est quand même grâce à elle et à son entourage, comme elle l'a précisé tout à l'heure, elle s'est quand même battue, et elle se bat toujours d'ailleurs, c'est pas fini, sur la création dans le communiqué de presse qui a eu lieu en juin 2011 et qui réunissait déjà, ce qui était quand même un peu exceptionnel, d'arriver à réunir sous ce document 3 signatures prestigieuses du ministère de la Santé, du ministère
je disais de l'environnement, à cette époque-là, je ne sais pas comment il s'appelait, et le ministère de l'Agriculture. Ça, c'est un exploit, déjà. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette partie, même si on reviendra sur l'aspect réglementaire un peu plus loin, mais un petit peu plus là-dessus, sur cette création? Pensez à bien coller le micro. De fait, quand on a travaillé depuis encore bien plus longtemps, 10 ans, sur ces questions d'ambroisie. Il y a eu des groupes de travail, même avant que je sois au ministère de la Santé. Hein. Mes collègues précédents avaient déjà été sensibilisés sur cette question et avaient organisé des groupes de travail avec les différents ministères concernés. Chacun des ministères étant sollicité de son côté, le ministère de l'Agriculture par les agriculteurs qui étaient envahis par la plante, et nous, le ministère de la Santé, bien sûr, par les personnes malades de l'ambroisie qui se plaignaient de la non prise en compte de cet envahissement par la plante, de cette exposition qu'ils devaient subir chaque année. Et donc, et puis, bien sûr, le ministère de l'Environnement, puisqu'il s'agissait d'une espèce comme une autre, si je puis dire, envahissante, plus ou moins, qu'il fallait bien définir justement dans les programmes de travail du ministère de l'Environnement. Mais il y avait aussi le ministère des Transports qui était très concerné, puisque on l'a bien vu d'ailleurs ensuite quand l'Observatoire a organisé la cartographie de l'évolution de la plante, que celle-ci remontait le long des autoroutes, par exemple. La 6 est une voie royale pour l'implantation et la diffusion de l'ambroisie. Donc ça a été vraiment au départ ce groupe de travail qui a montré qu'on avait besoin de plus, besoin d'une coordination des actions de terrain, et ça on ne pouvait pas le faire au niveau des ministères. Oui, merci. C'est vrai que avoir pu le créer, c'est vrai que ça a permis. On a pu voir tout à l'heure les différents acteurs de cette création dans les petits interviews, et c'est sûr que c'est grâce à Bruno Chauvel qui était le scientifique qui s'intéressait à cette question, avec qui on a beaucoup travaillé, même avant la création de l'Observatoire. Après, c'est vrai que c'est Quentin Martinez qui a donné, disons, le biberon au début, un maximum, relayé assez vite par Rebecca Bilan, qui avait d'abord travaillé avec nous sur un numéro vert, et finalement ces petites actions sont devenues des grandes actions que l'on a pu faire tous ensemble avec la création de l'Observatoire. Et puis, c'est évidemment Marie-Lou Mottet avec ses collaborateurs et collaboratrices qui ont permis de passer de l'adolescence à quasiment l'âge adulte. Je dirais quasiment, il y a encore un petit peu de travail. Mais voilà, donc je pense que c'est vraiment déjà un effort incroyable, et c'est très bien qu'on puisse faire ces 10 ans de l'Observatoire. J'espère qu'on fera les 20 ans. Samuel Mounier, Caroline Paul, une réaction? Il n'y a pas d'obligation. Non, juste un souvenir. En 2012, je venais d'arriver au RNSA et Michel Thibaudon m'a dit il faut que tu rencontres Bruno Chauvel, l'Observatoire des ambroisies. Il faut que tu ailles à Dijon le rencontrer, lui poser des questions, justement, comme je m'intéressais au sujet de l'ambroisie. Et c'est ce que j'ai fait. Nous sommes allés à Dijon pour le rencontrer et je me souviens avoir parlé des heures avec lui et commencé à discuter sur une appli pour signaler l'ambroisie. On en parlera tout à l'heure. Mais c'est avec lui que j'ai eu les premiers échanges et les premiers critères qu'on pouvait mettre dans cette appli pour signaler l'ambroisie. Donc, Michel Thibaudon, peut-être qu'on peut ouvrir vous pouvez peut-être nous faire part, autre thème, de quelques faits marquants pour vous, en tout cas. Oui, tout à fait. Les organisateurs de ce colloque aujourd'hui m'avaient demandé de mettre les faits marquants, comme Michel Jouan tout à l'heure a montré aussi quelques faits marquants qu'il avait notés. Alors, il y en a certains qui sont communs de toute façon. Alors, c'est pas évident. Si je vous liste les faits marquants, il y en aura pour une demi-heure et ça n'intéressera pas grand monde. Donc, moi, j'ai essayé d'en sélectionner quelques-uns. Bon, la première chose, ça a été quand même, on avait créé avant, avec essentiellement, ça s'appelait la Grasse Rhône-Alpes, il y avait Kamel Elias qui travaillait aussi beaucoup là-dessus. On avait créé un site, ils avaient créé un site ambroisie.info, et c'était, un premier fait marquant, c'est d'arriver à reprendre en collaboration avec eux ce site et de refaire un site qui avait un petit peu peau neuve et qui maintenant fonctionne tout à fait correctement et qui reste quand même si aujourd'hui les jeunes utilisent les réseaux sociaux, etc.,
on est quand même un certain nombre à regarder encore des sites Internet, et je pense que celui-là a encore pas mal d'avenir. Il y a eu, comme ça a été cité tout à l'heure par Quentin, le colloque international Ambrosia 2012, et ça, je crois, Caroline Paul, vous avez soutenu, pas uniquement au titre de l'Observatoire, mais vraiment au titre du ministère de la Santé, de la Direction générale de la Santé, et nous aider à organiser ce colloque, qui a été un colloque, un bon démarrage. Puis, moi, après, le dernier fait marquant, ça a été quand même, justement, vous parlez, Nicolas Martin, de l'International Ragweed Society. On avait créé dans cette association européenne, qui est même internationale, les Journées internationales de l'ambroisie, et ceci, l'Observatoire des ambroisies, le comité technique et le ministère DGS ont souhaité redonner encore plus d'ampleur. Si pour l'instant il y a une quinzaine de pays qui font cette journée internationale de l'ambroisie, et là maintenant en France, ça s'appelle les journées, il ne faut pas que je dise de bêtises, sinon c'est les journées de lutte contre les ambroisies, et c'est les journées, puisqu'elles commencent aujourd'hui et se terminent, si j'ai bien compris, vers la fin du mois. Caroline Paul, peut-être un fait marquant pour vous. Oui, je rejoins tout à fait Michel Thibaudeau sur la question internationale aussi de l'ambroisie. En fait, vous savez que cette plante vient des États-Unis, a priori, hein, on a retracé son histoire et depuis quand à peu près, on sait, elle a envahi la France. Pas si longtemps que ça, finalement, c'est moins d'un siècle. Donc, c'est vraiment typique de ce qui peut se passer avec les échanges internationaux et autres, ce développement d'une espèce qui va venir un peu compliquer la vie de pas mal de personnes sur le territoire. Donc, il est évidemment essentiel de regarder cette question de l'ambroisie au niveau de tous nos partenaires internationaux, de nos voisins. On a vu nos échanges avec la Suisse, qui a eu des méthodes tout à fait remarquables pour éradiquer l'ambroisie, qui l'a quasiment éradiquée au moins un moment. Je ne sais pas où ils en sont actuellement, mais... Ça se maintient. Voilà. Et d'avoir leur témoignage, d'avoir le témoignage aussi de pays comme la Hongrie, qui est très envahi, des grands territoires largement plats, de grandes plaines qui est un champ parfait pour le développement de l'ambroisie. Et puis on voit que d'autres pays, maintenant les pays asiatiques aussi, sont confrontés à ce sujet. On a vraiment un sujet qui est mondialisé. Samuel Meunier? Oui, moi, c'est le colloque 2012, Ambrosia 2012, où je venais d'arriver au RNSA et je gérais un peu la partie technique de ce colloque et j'ai été touché par la qualité des interventions. Et pour moi, c'était une découverte, l'ambroisie, à ce moment-là. Mais j'avoue que j'ai vraiment beaucoup appris grâce à ce premier colloque international. Alors, on va revenir vers vous, Samuel, mais avant, donc Michel Thibaudeau, un mot sur l'application signalement ambroisie. Oui, tout à fait. C'est amusant parce qu'hier, je procède à un enseignement à l'école aux études de santé publique à Rennes et on a parlé beaucoup d'ambroisie, quasiment 1 heure d'ambroisie, c'était une répétition. Et on a parlé de cette application. Il y avait un ingénieur sanitaire qui venait de la Drôme et qui avait vécu les débuts de cette application qui avait été faite de façon très ludique d'ailleurs par Valence Aglo et vraiment et qui gérait, comme l'a dit Caroline Paul tout à l'heure, elle gérait un territoire qui s'appelait la communauté de communes de Valence Aglo. Et c'est-à-dire que on débordait du territoire, il n'y avait plus rien. C'est-à-dire que c'était un petit peu dommage. Et c'est là où l'idée, les jeunes arrivants, ils ont dit, bon, mais de toute façon, le site internet, c'est pour les vieux et il faut commencer à faire des choses un peu plus jeunes. Et il y a eu des décisions avec, je ne sais plus si ça s'appelait l'ARS ou encore la DRAS à cette époque-là, et puis la DGS, le comité technique de l'Observatoire, de créer et de développer à partir de cette application. Il y avait Atmo Auvergne-Rhône-Alpes à cette époque-là, et donc avec Samuel, de créer l'application signalement ambroisie, qui est devenue l'application signalement des ambroisies. Donc Samuel, vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Nous avons quelques diapos qui vont s'afficher justement sur la plateforme signalement ambroisie, qui est une plateforme qui permet à tout un chacun de signaler l'ambroisie par 4 canaux différents. Donc un site internet www.signalement-ambroisie
ambroisie.fr, une application en smartphone signalement Ambroisie, disponible bien sûr sur smartphone, une adresse mail contact@signalement-ambroisie.fr et un numéro de téléphone aussi 0972 376 888. Et chaque signalement qui est fait par un de ces 4 canaux différents est transmis directement au référent ambroisie de la commune qui coordonne les actions pour éliminer l'ambroisie, donc il reçoit lui-même les signalements. Donc c'est cet outil plateforme signalement ambroisie qui a été lancé donc en 2014 à l'échelle de la région, qui vient, comme l'a dit Michel, de Valence Agglo et qui maintenant donc permet de signaler l'ambroisie sur tout le territoire. Depuis 2016, c'est un outil qui est devenu national et qui permet vraiment à tout un chacun de participer à la lutte et de signaler l'ambroisie. Je ne sais pas si les diapos... Alors c'est à vous de les actionner. Oui, mais elles ne passent pas, elles ne descendent pas. Ça sera mieux. Voilà, super. Donc voilà, première diapo juste pour rappeler l'historique, mais on en a déjà parlé, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus et juste dire que voilà, l'Observatoire des Ambroisies a repris donc le comité technique de cette plateforme en 2019 et donc gère actuellement justement ce comité technique et toute la gouvernance autour de cette plateforme signalement Ambroisie. Les 4 canaux de signalement, j'en ai parlé, donc je reviens pas là-dessus. Donc on peut signaler l'ambroisie par un de ces 4 moyens-là pour signaler. Et donc c'est un dispositif qui intègre, comme je l'ai dit, les référents ambroisie qui sont la clé de voûte de cet outil de la plateforme signalement ambroisie et qui coordonne les actions sur leur territoire, bien sûr, pour éliminer l'ambroisie. Donc c'est un outil vraiment qui dépend à la fois des référents qui gèrent pour détruire l'ambroisie, du grand public qui signale l'ambroisie et puis bien sûr des performances de l'outil qui s'améliorent. D'ailleurs, justement, hier, il vient d'y avoir une nouvelle version du site internet encore simplifiée, encore plus ergonomique pour signaler l'ambroisie. Voilà, et tout ce qu'on rappelle sur le site internet, c'est que pour signaler l'ambroisie, et il faut utiliser un de ces 4 moyens, mais que si c'est sur votre terrain, c'est bien sûr à vous de le détruire. S'il y a seulement quelques plants, on encourage bien sûr à les arracher. Et si par contre c'est des trop grosses quantités, à signaler sur la plateforme signalement ambroisie. On va ouvrir dans un instant le volet législatif. Juste une question par rapport à ces 4 moyens, ces 4 canaux. Quel est celui qui est le plus utilisé? Vous en avez une idée? Alors, c'est encore le site internet qui était très utilisé ces dernières années, mais avec les petits soucis techniques qu'il y a eu ces dernières années, l'appli smartphone est montée en puissance et on avoue qu'on recommande plus l'appli smartphone qui est très simple d'utilisation pour signaler l'ambroisie. Mais cette année, avec la nouveauté, la nouvelle ergonomie du site internet, peut-être que le site internet remontera un peu, on verra bien. Mais après, voilà, le téléphone et les mails sont un peu moins utilisés, mais on les garde quand même parce qu'il y a toujours certaines personnes qui sont un peu réfractaires aux nouvelles technologies et qui préfèrent juste utiliser leur téléphone pour signaler tout simplement l'ambroisie. Oui, mais je crois quand même aussi que on se balade pas avec un ordinateur maintenant, on se balade quand même avec un téléphone et c'est l'appli qu'on utilise beaucoup. Alors c'est sûr que on n'a pas toujours non plus la position GPS quand on se balade. Et je pense que c'est l'appli. J'avais vu quand même qu'année dernière, tu as vu 57% des signalements qui avaient été faits avec l'appli, c'est déjà pas mal. Hein. Tout à fait. Caroline Paul, vous vouliez un commentaire sur la plateforme ou... Non, je pense que cela montre que les systèmes d'information en santé sont évidemment essentiels, en plein développement, et ils sont très déterminants, surtout en santé-environnement, je pense. Enfin. Merci. Alors, Michel Thibaudon, on ouvre le volet législatif. Oui, alors ce volet législatif, il y aura plusieurs points. Le premier point, quand même, on l'a déjà prononcé 2-3 fois, c'est quand même cette loi de modernisation du système de santé dans laquelle vous avez, Caroline Paul, été motrice, locomotrice, et puis avec beaucoup d'autres personnes avec vous, qui a eu l'avantage quand même d'être promulguée, si j'ai bon souvenir, le 26 janvier 2016. On était nombreux, je sais, à attendre ça, même si, comme je vous le disiez souvent, il n'y a pas exactement tout ce que vous auriez voulu qu'il y ait dedans. Alors peut-être, il y a quand même cet article 57 sur la lutte contre les espèces végétales ou animales dont la prolifération est nuisible pour la santé humaine. C'était ce qu'il y a d'extraordinaire là-dedans, c'est d'arriver bien à mettre la notion de nuisible à la santé humaine. Avant, c'était le végétal, c'est le végétal. Là, on peut dire que le végétal peut nuire à la santé. Mettez le micro plus près. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, Caroline, sur cette loi de modernisation de la santé, dans les volets qui nous intéressent, évidemment?
Je dirais que j'avais calculé que c'était à peu près 5 ans de travail, en fait, avant d'arriver à l'adoption de cet article. Mais pas que de nous, au ministère. Il y avait aussi des députés qui s'étaient organisés dans un groupe et qui avaient été sensibilisés sur cette question-là et qui ont défendu des premiers projets de loi, qui ont été retoqués, je dirais, à l'Assemblée. On a essayé de les soutenir, hein, bien sûr, mais pour des raisons diverses, peut-être politiques. Mais en tout cas, ils ont généré une sensibilisation des politiques sur ce sujet. Et ça nous a aidé évidemment pour l'adoption qui s'est faite sans difficulté en 2016. Sans difficulté, sauf sur un point qui était l'intervention, la possibilité d'intervention chez les particuliers, des personnes en charge du contrôle de l'ambroisie, où là, on a eu une marche arrière en quelque sorte des décideurs sur ce sujet. Mais bon, on revient à la charge, si je puis dire, en ce moment. On essaie de faire passer d'autres dispositions complémentaires de celles de la loi de 2016 pour essayer de renforcer le dispositif actuel et pouvoir mieux le contrôler. Ces députés qui se sont engagés donc, au début, est-ce qu'ils continuent de s'investir dans les combats qui sont les vôtres? Alors, à ma connaissance, oui, mais plus élargi. Au départ, c'était uniquement sur l'ambroisie et maintenant, c'est plus sur la question générale des espèces. On a eu aussi le règlement de 2017 européen sur les espèces invasives exotiques envahissantes qui a aussi donné le départ pour une vraie prise en compte au niveau de tous les États européens de cette question. Et la question de l'ambroisie a été beaucoup discutée effectivement dans les instances européennes réglementaires. Michel Thibaudon. Oui, mais malheureusement, l'ambroisie artificifolia n'a pas été inscrite encore dans cette liste. Mais on ne désespère pas, on y arrivera peut-être un jour. Moi, je voudrais dire sur l'aspect réglementaire, Samuel en a parlé, on en a parlé dans les films aussi, des référents. Je crois que c'est une des grosses actions quand même réglementaires, je ne sais pas si on peut appeler ça du réglementaire, qui ont permis quand même une obligation ou surtout une recommandation de nommer des référents par ville, par EPCI, etc. Et quel a été le rôle de la DGS sur ce point-là avec les ARS? Oui, c'est ça. C'était la déclinaison au niveau local, finalement, de la règle générale. Alors, avec un rôle important du préfet de région, préfet de département, pour définir des plans de lutte, donc des plans de lutte coordonnés, hein, puisque effectivement, il y a l'ambroisie, mais ils ont plein d'autres thématiques à gérer. Mais du coup, ça permettait d'inscrire clairement l'ambroisie dans ces plans de lutte organisés par le préfet. Ça, c'était la première étape. Et ensuite, on donnait la possibilité aussi aux collectivités de mettre en place un certain nombre d'outils, dont les référents, pour pouvoir traduire finalement cette volonté de lutte de la meilleure façon qui soit. Merci Caroline Paul. Alors, Oui. avant d'ouvrir le dernier volet, ce qu'il nous faut avancer, communication, je rappelle à nos e-auditeurs, donc dans un instant, nous allons prendre leurs questions par chat via YouTube. Donc, n'hésitez pas à envoyer vos questions. Alors, Michel Thibaudon, donc le dernier volet, qui est le volet communication. Le volet communication, c'est clair que c'est le volet principal d'action visible, les actions pas visibles, mais visibles, de l'Observatoire depuis ces 10 ans. On ne peut pas non plus tout noter. Je crois qu'on a parlé tout à l'heure de la lettre de l'Observatoire qui avait été créée par Bruno Chauvel et son équipe. Je crois que aujourd'hui ou hier a été distribué le numéro 77. C'est quand même pas mal, hein. C'est pas de 7 à 77 ans, mais on n'est pas loin. On est passé aussi à l'âge adulte, là. D'accord. Donc ça, c'est important. On a parlé, et je crois qu'on n'aura pas fini d'en parler dans la journée, de Captain Allergo, qui est quand même quelque chose d'abord, un jeu d'abord ludique pour les enfants, pour l'apprentissage, pour les enfants et même les ados, et avec surtout qui a été complété avec une mallette encore un peu plus ludique. Voilà. Je sais que nous, on a participé avec Rebecca, avec Marie-Lou, avec Samuel, à des démonstrations sur des stands publics. C'est très occupé. Il y a
tous les guides, le guide de gestion de l'ambroisie, le guide pour les chantiers et toutes les communications qui ont pu être faites, ce qu'ils appellent la boîte à outils. C'est très utilisé. Et c'est vrai que finalement, c'est une boîte à outils avec beaucoup de tiroirs et on peut retrouver beaucoup de choses. Et je pense que c'est cet ensemble-là. On a fait un flyer sur l'aspect sanitaire de l'ambroisie. Il y a toujours quelque chose qui est en cours. Et là, je félicite le travail de l'Observatoire. Et c'est vrai que le comité technique a joué un rôle par sa pluridisciplinarité, comme ça a été indiqué tout le temps. Caroline Paul, d'un mot, lorsque j'ai échangé quelques mots avec vous au téléphone pour préparer cette journée, vous me disiez que vous-même, vous alliez sur le terrain épauler les gens dans leurs initiatives. Oui, tout à fait. Je pense que la communication, elle est évidemment essentielle. Il faut apporter la connaissance déjà, la reconnaissance de la plante, la connaissance de son impact sanitaire, que les gens se rendent compte. Parce que, si vous voulez, dans la vie, c'est simple, il y a des allergiques, il y a des non-allergiques. Et le non-allergique, il n'est pas forcément sensible à ce que vit l'allergique. Et ça demande toujours beaucoup plus d'explications, qu'on puisse générer quand même cette prise en compte de notre voisin allergique, notre voisin malade, dans nos actions quotidiennes. A fortiori, j'allais dire, dans un système de santé français qui est quand même structuré sur le curatif plus que sur le préventif, ce qui n'est pas non plus une facilité. Je ferme la parenthèse, c'est peut-être... Oui, c'est vrai, et c'est absolument... Alors, je vous propose qu'on prenne comme ça vous pourrez apporter les commentaires que vous souhaitez sur les différents points que l'on vient de voir, donc je me retourne vers Alice Samama, vous ne voyez pas, mais que nous voyons et que vous allez entendre. Alors Alice, peut-être une première question. Oui, nous avons une question donc pour le RNSA et Samuel Monnier. Donc, combien de signalements ont été réalisés depuis les 10 dernières années via les différents canaux, si vous le savez? Alors Samuel. Alors, des milliers de signalements, je ne sais pas le chiffre exact, je sais le chiffre de l'an dernier, c'est près de 11 000 signalements, l'année d'avant aussi c'était 12 000 signalements, donc des milliers de signalements en fait qui sont réalisés, et je pense que ce chiffre est bien sûr sous-évalué par rapport bien sûr à la présence de l'ambroisie sur notre territoire, mais c'est un chiffre qui est quand même haut et qui augmente d'année en année avec quelques variations bien sûr selon les années, mais quand même on voit une augmentation de ces signalements d'ambroisie, et cet outil qui est de plus en plus utilisé aussi au niveau national et qui permet à tout un chacun de participer à la lutte et de signaler simplement l'ambroisie. Donc Samuel, d'ailleurs, c'est pour ça que vous insistiez dans votre présentation tout à l'heure sur la performance technique de l'outil, déjà pour gérer ce flux. Et l'autre point, vous l'avez dit avec clarté, mais il faut peut-être y insister, c'est que cette plateforme n'a, j'allais dire, rien à voir avec une plateforme déclarative conventionnelle. C'est toute une ingénierie, on l'a vu, à la fois technologique et humaine, via les référents dont vous soulignez le rôle tout à l'heure, qui sont engagés dans cette plateforme. Tout à fait, c'est vraiment les référents, comme on l'a dit, qui sont la clé de voûte et qui sont les plus importants dans ce dispositif. Sinon, on aurait 12 000 signalements d'ambroisie, mais aucune action derrière et pas d'arrachage et de destruction de l'ambroisie, qui est quand même le but final. Alors, une autre question, Alice? Oui, donc quelqu'un voulait aussi savoir quel était le rôle exact du RNSA vis-à-vis de la plateforme. Tout à fait, j'ai oublié de le préciser, c'est bien d'y revenir. Donc le RNSA a suivi bien sûr l'évolution de cette plateforme, même comme je l'ai dit depuis 2012 avec Bruno Chauvel, puis après avec Valence Aglo, et puis en partenariat avec Atmora, avec les ARS, avec bien sûr l'Observatoire des ambroisies. Donc le RNSA gère plus tout ce qui est hotline, donc c'est les mails et les téléphones de cette plateforme signalement ambroisie, et puis bien sûr l'intégration de tous les référents ambroisie dans la base de données nationale. Donc ça, c'est le RNSA qui gère. Et puis après, bien sûr, il y a les coordinations avec les acteurs de terrain, que sont les fredons souvent sur le terrain. Et puis l'Observatoire des ambroisies, je leur dis merci parce que c'est eux qui ont repris le Cotec en 2019 et amené une nouvelle dynamisme, un nouveau souffle en fait à cette plateforme et à cette coordination nationale. Peut-être une dernière question? On a une dernière question pour Caroline Paul cette fois-ci. Et donc, vous parlez de la France métropolitaine, mais qu'en est-il des Outre-mer? Écoutez, on regarde en ce moment, on a demandé à l'ANSES d'ailleurs de regarder ça, de voir quelles sont les espèces qui posent des difficultés pour la santé en Outre-mer,
pour étendre finalement l'action de l'Observatoire, éventuellement, mais nos actions en général, y compris réglementaires, à ces territoires. Mais c'est évident qu'il y a une spécificité différente. Et sur les questions d'ambroisie, mais Michel, tu pourrais... Oui, il est clair que l'ambroisie en elle-même pousse surtout, disons, ce qu'on dit autour du 45e parallèle, ce qui fait qu'on n'a quand même pas beaucoup de territoires ultramarins au niveau du 45e parallèle, 5 en dessous, 5 au-dessus aussi. Donc c'est plutôt l'Amérique du Nord, l'Europe de Bordeaux jusqu'à Bucarest, etc. On retrouve aussi au 45e parallèle au niveau Chine, etc. Mais du coup, pour les autres pollens, on a fait des choses grâce à la DGS et à l'ANSES dans des régions comme la Réunion, on a encore des choses à Cayenne en ce moment, on a des choses aussi, il y a eu des choses aussi en Nouvelle-Calédonie, mais c'est très difficile aussi de faire avancer. Avec Caroline, on se bat depuis 10 ans pour essayer pour la Guadeloupe et la Martinique. Ça fait bien 10 ans qu'on essaye d'avancer tous les ans. Alors, avant de vous demander de conclure, une question à vous trois. Est-ce que, mais peut-être qu'elle est sans fondement, est-ce que la pandémie que nous avons traversée a eu un impact sur les outils, puisque ça privilégiait le distanciel? Samuel Monnier. Oui, alors on a eu une baisse un peu des signalements l'an dernier, aussi lié bien sûr au confinement et au fait que voilà, c'était plus compliqué de signaler l'ambroisie. Voilà, donc c'est sûr que la pandémie a joué un peu un rôle en limitant un peu le nombre de signalements. Peut-être qu'on en aurait eu un peu plus si on n'avait pas eu le Covid en termes de nombre de signalements et de personnes qui pouvaient être dehors pour signaler l'ambroisie. Michel. Moi, je sais qu'il y a un point positif, le port du masque. Que nous gardons aujourd'hui, comme vous pouvez le constater. Et le masque des 10 ans de l'Observatoire. Bien, merci à vous trois. Alors, je vais vous demander, et je le ferai rituellement tout au long de la journée, si le temps nous le permet, de nous dire, dans une perspective, j'allais dire, résolument pédagogique, quel est le mot, l'idée clé, même si c'est pour vous répéter, ça n'a aucune importance, que vous souhaiteriez que l'on retienne. Alors, Caroline Paul, on peut commencer avec vous. Moi, je dirais c'est la coordination, la nécessité d'une coordination du travail des acteurs. Merci, Caroline Paul, et on vous retrouvera plus tard dans la journée. Samuel Monnier. Je dirais une participation citoyenne, que voilà, tout un chacun puisse participer à la lutte contre l'ambroisie, comme avec la plateforme Signalement Ambroisie, et que tout le monde puisse participer et signaler l'ambroisie et détruire l'ambroisie quand on en repère. Moi, c'est une activité fourmillante pluridisciplinaire. Merci à vous trois. Je vais demander à Monsieur Péchabas et à Olivier Péchabas s'il veut bien me rejoindre, parce